Alors j'ai beaucoup de plaisir à accueillir aujourd'hui Paul Giacobbi, qui est donc député à l'Assemblée nationale et président du Conseil exécutif de Corse. Bon, je dois peut-être vous expliquer pourquoi j'ai voulu qu'il vienne nous parler de Proust. C'est tout simplement parce que chaque fois que je le croise, il me parle de Proust. Et j'avais envie, dans cette série de séminaires sur, du côté de chez Swann, lu ou relu par des amateurs passionnés, et donc non pas par des spécialistes, j'avais envie d'un homme politique ou d'une femme politique qui nous disent ce que Proust lui avait apporté dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Bon, je connais Paul Giacobbi depuis quelques années. Nous nous sommes rencontrés à New York lorsqu'il avait une mission sur le rayonnement de la France. L'investissement. Moi qui avais transformé l'investissement en rayonnement culturel. Non, ce n'était pas seulement rayonnement culturel, mais y compris culturel. Et nous nous sommes rencontrés pour parler de cela, et nous avons surtout parlé de Proust, et notamment du regret qu'avait Paul Giacobbi de l'incomplétude de l'édition de la correspondance. Et donc nous avons parlé à plusieurs reprises de cette affaire, le fait que la correspondance de Proust ne soit pas disponible dans son intégralité aujourd'hui, ce que nous regrettons tous les deux. Je voudrais simplement dire, avant de lui laisser la parole encore, que Paul Giacobbi est le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils d'hommes politiques corses qui nous ramènent à la génération de Proust assez rapidement, hein, puisque son grand-père et son arrière-grand-père ont été des hommes politiques, déjà députés à l'Assemblée nationale, à l'époque où Proust était un observateur vigilant. Bon, c'est le moment de l'affaire Dreyfus. Hein. Je crois que votre arrière-grand-père a été élu député en 1898, c'est-à-dire les élections du printemps de 1898. Je ne sais pas s'il était Dreyfusard. Anti-Dreyfusard. Anti-Dreyfusard. Républicain, mais anti-Dreyfusard. Républicain de gauche, anti-Dreyfusard. Eh bien, voilà, c'était une question que je voulais vous poser. Voilà la réponse. Donc ça nous ramène très rapidement à l'époque du plus grand engagement de Proust. Je vous donne donc la parole, très heureux que vous ayez pu, malgré une actualité très chargée aujourd'hui, puisque Madame la ministre garde des Sceaux vient de l'Assemblée nationale, où un vote important a eu lieu aujourd'hui, et donc je suis très heureux de vous accueillir dans ces circonstances. Vous m'avez donné comme titre « Un itinéraire proustien entre histoire et politique ». Eh bien, merci beaucoup. Je dois dire que la garde des Sceaux venant ici après un vote sur le mariage pour tous, c'est un esprit d'à propos tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas ? Mariage pour tous à l'Assemblée nationale, qui vient d'être voté après 120 heures de débat ou 160 heures, je ne sais plus, où ont été dit énormément de bêtises, bien entendu, pour entendre parler Proust, qui avait peut-être son opinion sur le sujet, qui a été presque marié d'une certaine manière, et en même temps essayer d'entendre des choses qui malheureusement risquent d'être aussi stupides que celles qu'elle a entendues à l'Assemblée nationale. En tout cas, merci. Alors, en entendant Antoine Compagnon essayer, avec humour, mais avec rigueur, de démêler l'impossible généalogie du narrateur, car la généalogie du narrateur est impossible, elle est à géométrie variable. Par conséquent, normalement, on n'a qu'une généalogie, mais la généalogie, ça change tout le temps. Alors, il a beau être, je crois, polytechnicien, ingénieur des ponts, il ne peut pas arriver à démêler ça, de même que le meilleur des médecins, le meilleur des anatomistes, ne pourra pas démêler le mystère de l'odalisque d'Ingres et de ses vertèbres. Le compte n'y est pas. Ça ne peut pas fonctionner normalement. De la même manière que quelqu'un qui connaît les règles de l'équilibre et de la station debout de l'être humain ne peut pas expliquer pourquoi certains personnages de Vermeer tiennent debout, puisqu'ils ou elles n'ont pas de jambes. Et je vous dis tout ça,
et je ne vais même pas chercher le cubisme, pour vous dire que dans Proust, effectivement, il y a d'emblée une proximité avec la politique qui est que dans la politique, les faits, tels qu'ils sont cités par les hommes politiques, sont en général sans importance, souvent faux. Les citations apocryphes, les hommes politiques ne sont pas très cultivés en moyenne, mais que ce qui compte dans le discours politique, en réalité, c'est l'impression que l'on veut donner à partir de ces faits. Et ça, vous avez exactement la même chose chez Proust. Proust n'est pas un chroniqueur, c'est un maître du temps ou des temps. Il est l'inverse d'un chroniqueur. Il ne raconte pas, il ne date pas. Il date d'ailleurs de manière effroyable, puisque naturellement, il naît après sa naissance, tel personnage meurt après sa mort. Tout est incohérent. Il y a des personnages qui ont 100 ans à la fin et qui ont encore du succès. J'exagère peut-être un peu 100 ans, mais Odette de Crécy ne doit pas en être très loin. Elle a encore son succès, encore une très belle femme. N'est-ce pas? Ce n'est pas un chroniqueur et ce n'est pas non plus un photographe. Il a en horreur le mot cliché. Il n'a pas intégré que la photographie pouvait être un art. Et pourtant, ces faits qui sont confus, qui sont contradictoires en permanence, il les transforme par, comme un homme politique le fait, même parfois une femme politique le fait, y compris à l'Assemblée nationale. Nous nous emparons de faits, et ce qui compte, c'est l'impression que nous en donnons, et par conséquent, c'est peut-être là un point commun insoupçonné, plus profond qu'il n'en a l'air entre l'art et la politique. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer, et je m'arrêterai là sur ces propos liminaires, que la littérature est née plus sûrement de la politique que de toute autre chose. Les premières œuvres littéraires que nous connaissons sont de grands cycles politiques qui racontent une histoire politique, qui sont la mythologie d'événements ayant existé, qu'il s'agisse du Mahabharata, qu'il s'agisse de l'Odyssée, etc. Et par conséquent, la ressemblance n'est pas aussi paradoxale qu'il en paraît. Alors, vous me demandez, si je comprends bien, comment je suis entré dans la recherche, ou plutôt comment j'ai appareillé, parce que c'est une aventure, la recherche. On n'y rentre pas comme ça, ce n'est pas une histoire qui est racontée. Si on essaie de le prendre comme une histoire, on n'y comprend rien. Si on essaie de savoir qui est l'oncle, qui est la tante, le père, le neveu, le cousin, il me venait à l'esprit à l'instant cette réflexion triviale, si ma tante en avait, ce serait mon oncle, mais c'est à peu près tout ce que l'on peut dire sur la généalogie proustienne et son exactitude. Donc comment j'ai appareillé pour cette navigation spatio-temporelle dans cet univers aux multiples dimensions qui est riche de tant de splendeurs éblouissantes, mais aussi d'obscurité terrible, effrayante. Eh bien, je m'y suis lancé avec l'inconscience de la jeunesse à l'époque, je suis toujours inconscient d'ailleurs, par la grâce d'un bon mot, et plus précisément d'un bon mot politique. Ça a été vraiment mon entrée dans la recherche. Ce bon mot, vous le connaissez sans doute, c'est admirable. C'est le seul arrondissement où le pauvre général n'a jamais échoué. Il s'agit d'Oriane de Guermantes, qui dit à propos du général de Montcerfeuil, il a été battu 7 fois aux élections. Ça, c'est pas mal, 7 fois. Moi, j'ai été battu 2 fois. Lui, 7 fois. Bon. Et puis, il n'a jamais été élu, le malheureux. Et le duc de Guermantes, qui lui-même a été battu, aime bien rappeler les gens qui sont battus. Donc, il dit, ah oui, puis alors on dit, mais vous comprenez, il s'est consolé en faisant un nouvel enfant à sa femme. Et naturellement, la duchesse ne résiste pas. Elle dit, encore un enfant à sa femme, c'est le seul arrondissement dans lequel il n'a jamais échoué. Et alors, ce mot, il a été cité par mon père, qui lui-même était parlementaire, petit-fils de parlementaire. Il a été parlementaire de 56 à 97 et lecteur de Proust. Il y a quand même des personnes politiques qui lisent un peu. Il n'y a pas que Christiane Taubira qui ait de la lecture et qui puisse mettre à tapis par la capacité de ses situations, y compris un champion olympique de judo, 3 fois champion olympique. Ça, c'est quand même ce qui prouve que les lettres gagnent parfois sur la force. Alors, déjà, cet esprit Guermantes, ça fait référence au fameux esprit Mortemart. Marie Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, la bonne amie du roi Louis XIV, qui était si fort du grand monde, et je le dirai à propos de Madame de Sévigné aussi. Et c'est vraiment l'intersection entre l'humour, le pouvoir au grand siècle. Parce que là, nous sommes dans la politique. Et ce mot a aiguisé ma curiosité en me révélant d'emblée, vous voyez que c'est une manière d'entrer dans Proust qui n'est pas la manière, comment dirais-je, intimiste et ennuyeuse, m'a révélé d'emblée que loin d'être ennuyeux, justement, intimiste ou triste,
Proust pouvait être au contraire drôle, politique, léger, et puis parfois, à l'opposé de cette mauvaise réputation de phrases interminables, capable de traits brefs et fulgurants. Et dans mon salon familial, mes parents, ma mère avait aussi beaucoup lu Proust, j'ai entendu ces bons mots, taquin le superbe, à propos de Palamède de Guermantes, baron de Charlus, qui offre à sa sœur, qui n'aime pas les courants d'air, un magnifique château, parce qu'elle a des rhumatismes. Alors on dit, il l'a taquiné, oui, mais c'est taquin le superbe, c'est magnifique. Et donc je suis rentré par le côté de Guermantes, je me suis invité à la soirée Guermantes en quelque sorte, et je n'ai pas commis l'erreur d'y entrer par le commencement. Je crois que c'est une grande erreur d'entrer dans Proust par le commencement. Je n'y suis pas entré par cet extraordinaire « longtemps je me suis couché de bonne heure ». C'est un mot politique extraordinaire. Parce que le trait politique fondamental, c'est de commencer un très long discours, on va s'efforcer de démontrer qu'on est sincère, par un énorme mensonge. Enfin, excusez-moi, mais vous connaissez Proust très bien, cher professeur. Enfin, quand donc Marcel Proust avait-il l'habitude de se coucher de bonne heure? D'ailleurs, aussitôt après avoir expliqué ça, il explique ses insomnies. Il explique même que, déjà petit, c'était un problème, justement, de se coucher de bonne heure et que, en définitive, il ne s'endormait pas de bonne heure. C'est tout le drame, le problème, etc., etc. Et par conséquent, ça ne va pas d'emblée. Et puis, adulte, chacun sait qu'il menait une vie mondaine. Il se couchait donc très tard. Il ne se couchait pas de bonne heure, cet homme-là, voyons. Et puis, par la suite, il lui est arrivé même de fréquenter jusqu'aux lueurs de l'aube des lieux inavouables. Enfin, je ne voudrais pas rappeler la part sombre, enfin, il a quand même probablement eu des parts dans un établissement qui appartenait ou qui était géré par un certain Albert Le Cusia, excusez-moi. Je vais vous dire que s'il y couchait parfois, ce n'était pas pour y dormir. Par conséquent, en tout cas, il ne se couchait pas de bonne heure, il commence par un mensonge tout à fait extraordinaire, chez un homme d'une parfaite sincérité. C'est aussi d'ailleurs très politique. Alors, je ne suis pas entré non plus par un amour de Swann. Alors, un amour de Swann, c'est un peu une porte latérale. Je n'aime pas l'aspect scolaire d'un amour de Swann. On a tort de présenter un amour de Swann comme étant quelque chose de distinct. C'est une erreur profonde. En tout cas, je ne suis pas rentré par là. Alors, je dirais qu'un amour de Swann, c'est une sorte de présentation, certainement pas résumée, ce serait une erreur d'employer ce mot, mais fractale, au sens qu'on y trouve en germe tout ce qui va se passer par la suite. Et ça se place avant la naissance même du narrateur, dans une sorte de monde antérieur, déjà peuplé de la plupart des personnages de la recherche, qu'ils appartiennent, pour schématiser, à côté de chez Swann, aux côtés de Guermantes. Donc je remarque qu'au départ, ils sont très près l'un de l'autre, Guermantes et Swann, très près. C'est après qu'ils vont s'éloigner, je vais y revenir. On y voit déjà les ridicules bourgeois, les distinctions mondaines, se noue le nœud caché de l'intrigue, cette alliance tout à fait extraordinaire et improbable d'Odette et de Charles Swann, dont seront issus, vous le savez bien, Gilberte, et à la seconde génération, Mademoiselle de Saint-Loup, tandis qu'on y trouve déjà, ça c'est extraordinaire, cette éternelle Madame Verdurin, probablement future centenaire, parce qu'elle n'est pas une poulette de l'année à l'époque d'un amour de Swann. Et, mon Dieu, ayant enterré un duc et étant en train d'enterrer un prince, qu'elle a épousé successivement, elle doit bien encore avoir 90 ans. Alors j'ai lu des essais de chronologie des personnages, mais je crois qu'ils sont bien généreux. Les personnages finissent quand même souvent bien plus vieux. En tout cas, Madame Verdurin, elle termine sous le nom de Sidonie, s'il vous plaît. Ça, elle est née Sidonie, donc ça va. Duchesse de Duras, puis princesse de Guermantes, comme si le grand monde était par avance condamné à être phagocyté, un peu comme la mauvaise monnaie chasse la bonne, phagocyté par l'imposture, l'affectation et la médiocrité. Alors ce n'est que bien plus tard, vous voyez, j'ai eu un itinéraire compliqué, parce que les politiques sont toujours très compliqués. Ce n'est que bien plus tard, et après plusieurs incursions dans différents lieux, dans différents temps de la recherche, en allant ici, là, par moments, que j'ai pénétré ce noyau fractal et antérieur, et puis trouvé tout ce qu'on y trouve sur la pathologie amoureuse, la distinction sociale, la schizophrénie de l'artiste. D'emblée, on a un artiste qui est un Janus bifrons, qui est Monsieur Biche, qui va devenir un artiste, ou qui est déjà un artiste sublime. Comme si d'emblée, il y avait tout, une sorte de condamnation à la dualité, l'ombre et la lumière, le positif et le négatif, à l'image de l'auteur qui est un artiste.
D'ailleurs, souvent, il utilise plus volontiers le mot artiste que le mot écrivain. Après, je suis revenu quand même, pour me décrasser en quelque sorte, non sans un certain snobisme, des vulgarités verduriennes, je suis revenu chez Oriane et Bazin, ces noms magnifiques d'ailleurs, et puis je me suis perdu ensuite dans Sodome et Gomorrhe, et enfin, je suis retourné aux côtés de chez Swann. Je n'ai pas essayé de percer les mystères généalogiques, parce que je ne suis pas assez doué et assez courageux pour tenter de le faire, et puis j'ai entrepris ce que j'appelle la traversée douloureuse de la prisonnière et de la fugitive, c'est un passage obligé mais merveilleux, qui permet au lecteur d'accoster enfin sur la terre promise du temps retrouvé. Et d'emblée, par ce premier parcours, aléatoirement singulier, non linéaire, j'ai perçu que la présentation de mondes opposés, celui de Guermantes, celui de Swann, entre autres, semblait s'éloigner de plus en plus les uns des autres, ils semblent s'éloigner, comme dans l'univers, les galaxies le font depuis le Big Bang, et que cela conduisait paradoxalement à l'extraordinaire final de la recherche, où les temps et les espaces se courbent, puis se réunissent en leurs extrémités. Verdurin est l'incarnation de l'inverse du monde. Elle devient, et même Bloch, qui n'est pas un à peu près près, si j'ose dire, dit mais non, mais c'est Sidonie, duchesse de Duras, née je ne sais pas comment, etc., parce qu'il se trompe toujours sur tout, du début à la fin. C'est un être imprécis. Son modèle était peut-être quelqu'un d'imprécis, enfin il avait écrit les lignes du Seigneur, son modèle, un de ses modèles. Eh bien, cette révélation de la rencontre des extrêmes, cette révélation presque géométrique du caractère non euclidien de l'univers spatio-temporel proustien, m'a aidé à relever d'emblée cette fascinante coïncidence chronologique sur laquelle je reviendrai, qui fait entrer en gestation cet univers littéraire à partir de 1906-1907, même si le début de Swann est 1909, mais 1906-1907, j'y reviendrai. La mayonnaise, en tout cas, il y a l'huile, il y a le jaune d'œuf, ça n'a pas encore pris, selon le mot de Roland Barthes, mais ça va prendre. À peu près au même moment où Albert Einstein publiait les premiers éléments de sa théorie de la relativité. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont observé ça de très près, voire par exemple les échanges avec Camille Vétard. Au fond, mon approche de Proust, puisque vous me posez la question, bien, elle est liée aux circonstances de ma modeste existence en général et celle du moment où je découvrais véritablement la recherche. Ce moment où je la découvrais, c'est le moment où j'abordais la seconde lecture complète, celle qui compte. Et à ce moment-là, j'étudiais à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, pas loin d'ici, l'histoire contemporaine, l'économie politique, le droit. C'était aussi le temps où je découvrais ce qui restait du côté de Guermantes dans le monde d'alors. Et dès lors, cette lecture, c'était un bonheur, un loisir, dans un moment où je travaillais quand même pas mal, mine de rien. Et ça m'apparaissait comme une illustration élégante de mes études, l'histoire, la politique, mais aussi un guide intemporel et finalement assez pratique, assez utile, pour entrer dans le monde. Et d'ailleurs, à l'époque, ça se passait dans le même quartier. Je passais à l'époque l'essentiel de mes nuits et de mes jours dans le faubourg Saint-Germain, celui de Sciences Po ou de l'ENA. L'ENA était à l'époque, n'était pas encore exilé à Strasbourg, mais aussi celui des salons mondains, qui n'ont d'ailleurs pas tellement changé d'endroit depuis, une espèce d'unité géographique de tout cela. Alors, ce qui m'a d'abord frappé dans ces lectures et dans ces moments-là, c'est cette connaissance, cette familiarité des mœurs et du vocabulaire de la politique et de la haute administration, voire des armées, de la stratégie. Par exemple, Marcel Proust, c'est très bien ce qui distingue un directeur d'un chef de cabinet. Est-ce que vous le savez tous? Christiane le sait, elle a un directeur de cabinet et même un chef de cabinet. Même moi, modeste, j'en ai. Mais beaucoup de gens ne savent pas et prennent chef de cabinet pour un personnage important. Alors que chez Proust, on dit, je cite, « Il n'est pas chef de cabinet, il est directeur de cabinet. C'est simplement le premier après le ministre. C'est même plus que le ministre, car c'est lui qui fait tout. » Dit Swann à sa fille Gilberte à propos de M. Bontemps, qui est directeur de cabinet et ministre des Travaux publics. Donc, il sait déjà ça. Demandez aux gens, même des journalistes, le chef de cabinet, ils confondent tout. Les journalistes confondent tout, d'ailleurs. Alors, c'est normal. C'est quelqu'un dont le père avait un poste qui aujourd'hui serait de directeur d'administration centrale. Quand même. Le père était un médecin, professeur de médecine.
Mais il aimait peut-être le baromètre, enfin il était quand même un peu au-delà du baromètre, puisqu'il était spécialiste de l'épidémiologie. D'ailleurs, il a laissé un nom tout à fait remarquable dans l'épidémiologie. Il était l'équivalent, c'est pour ça qu'il est un peu diplomate, un peu médecin, un peu tout en même temps, parce qu'il a concouru à la lutte contre les grandes épidémies. Et donc, c'est normal que Proust ait connu ce monde. Il a été à l'école libre de sciences politiques. Il y a des tas de gens très bien qui ont fait Sciences Po. Il n'y a pas que votre serviteur, Proust aussi, n'est-ce pas? Et puis, il a même été fonctionnaire. Alors, fonctionnaire, j'exagère un peu, il a été bibliothécaire surnuméraire à la bibliothèque Mazarine. Titre de fonctionnaire tout à fait extraordinaire et qui lui allait comme un gant. Il n'est pas allé rester très longtemps. Il connaissait très bien les mœurs, à tous les sens du mot d'ailleurs, des diplomaties et des gouvernements. Il sait très bien de quoi il parle, à bien des égards, quand il parle de la camarilla des amis de l'empereur Guillaume, ce mélange d'homosexualité et de haute politique dans le grand monde qui entourait l'empereur Guillaume. Il connaît très bien des diplomates, non seulement par son père, mais également parce qu'il a des amis comme Antoine Bibesco, Bertrand de Fénelon, et puis ça lui permet de créer M. de Norpois, qui connaît mieux que personne, pour la bonne et simple raison qu'il n'a jamais existé. Et sa connaissance de la politique ne se limite pas à la France, c'est ça qui est étonnant. On se souvient de la fameuse question de M. de Norpois. Est-ce que personne n'a prononcé le nom de M. Giolitti? Bon, Giolitti, c'était le deus ex machina de la politique italienne de l'époque. C'est un personnage très important, mais enfin aujourd'hui, on peut oublier. Moi, à l'époque, je savais qui était Giolitti, parce qu'on étudiait la politique avant la guerre de 14 et tout ça, mais enfin, qui connaît M. Giolitti? Bon. Je ne sais même pas si M. Berlusconi sait qui était M. Giolitti. Et j'ai trouvé d'ailleurs des remarques très amusantes dans un petit livre d'un Italien qui s'appelle Mario Lavia, Marcel Proust et la politique. Et Proust connaissait le parlementarisme italien. Alors, le Corriere della Sera et la Gazzetta del Popolo sont cités dans la recherche, et Proust, qui avait cette approche instinctive et créatrice des langues étrangères, ça lui permettait de traduire l'anglais sans vraiment maîtriser l'anglais, admirablement d'ailleurs. Bon. Et puis de lire la presse italienne quand il était à Venise, entre autres, sans connaître la langue de Dante, mais d'en parler avec, finalement, une manière extraordinaire. Il connaît de la politique tellement bien, il la sent tellement bien, qu'il connaît ces personnages sans âge et sans titre qui grenouillent autour de la vie politique, même pas comme des acteurs, mais une sorte de figurants, comme le père Bloch, qui lit le journal officiel en raison, dit-il, je crois, de sa situation parlementaire. Bien quelle situation parlementaire, il n'a jamais été ni député, ni sénateur, ni près de l'être, ni d'ailleurs même candidat. Il a aussi, alors ça c'est étonnant, parfaitement assimilé le style des mentions du journal officiel, qui sont d'ailleurs les mêmes à l'époque et aujourd'hui. Et je vous cite, « On lisait quelquefois dans les journaux de Paris, bien que ce fût surtout destiné à la circonscription de mes églises, et afin de montrer aux électeurs qu'ils n'avaient pas porté leur vote sur un mandataire inactif ou muet, il cite lui-même « Monsieur de Guermantes-Bouillon, prince des Laumes ». C'est vrai que quand on a la rallonge, ça aide. « Ceci est grave, très bien au centre et sur quelques bancs à droite. Vives exclamations à l'extrême gauche. » Mais c'est ce qu'on a écrit ces jours-ci, exactement de la même manière. Madame la garde des Sceaux, vous exagérez. Protestation à droite et au centre, approbation sur les bancs de la gauche. On écrirait ça aujourd'hui exactement de la même manière. Alors, il connaît donc le style, y compris celui du journal officiel, qu'il lit. La stratégie militaire fait partie de ses curiosités intellectuelles et presque esthétiques. Il sait se moquer intelligemment, génialement du bourrage de crâne. Et lorsqu'il évoque, par exemple, la première phase de l'offensive de 14, il n'a que cette phrase à propos de la manière dont on décrit, c'est le maître d'hôtel qui parle des victoires de la France, et le narrateur dit « J'étais cependant effrayé de la rapidité avec laquelle le théâtre de ces victoires successives se rapprochait de Paris. » Parce qu'effectivement, on gagnait, puis bientôt on allait gagner à Paris, puis ça allait être la fin. Et heureusement, il y a eu la bataille de la Marne. Alors, ces curiosités, ces intelligences politiques et stratégiques n'ont pas permis à ce spéculateur impénitent, et d'ailleurs très malheureux, de gagner en bourse. Même plutôt, ça lui a permis de perdre énormément. Et on ne peut évoquer sans sourire ses échanges épistolaires avec son cousin et banquier, d'ailleurs, Lionel Auxerre. Il y a une
lettre merveilleuse dans laquelle Proust, 3 pages, il vient de recevoir un chèque. D'habitude, il ne touche pas les sous, il se demande pourquoi il a perdu. Mais là, pour une fois, il gagne. Il reçoit un chèque de Clouds, de Londres, et il ne sait pas pourquoi il a ce chèque. Donc il fait des théories sur le chèque. Théories merveilleuses. Pourquoi il a reçu ce chèque et à quoi ça correspond. Et l'autre, exaspéré, parce que ça avait beau être son cousin, son ami, être l'agent de chance de Marcel Proust, vous imaginez le tableau, parce qu'il était incohérent. Et lui répond, mon cher Marcel, j'ai beaucoup apprécié, etc., contente-toi pour une fois d'encaisser sans comprendre. Il s'est encaissé. Pour le chèque Warburg, pour ceux qui connaissent, ça a été plus compliqué. Alors, moi, je prétends quand même, d'ailleurs, à ce propos, c'est une négation, que Proust comprenait bien plus qu'il y paraît les marchés financiers. Mais en réalité, il préférait apprécier les valeurs mobilières en fonction du caractère évocateur de leur nom, auquel il prêtait, bien à tort, de fructueuses évolutions spéculatives, profits mirobolants, plutôt qu'en se fondant sur des valeurs sûres, d'où sa funeste appétence, et je cite, pour les chemins de fer mexicains, les tramways de Buenos Aires, pensés à l'époque, ou la banque Rio de la Plata, effectivement, l'a laissé plutôt à plat, et qui était toujours préférée aux De Beers, qui, elle, valait des sous, et au vulgaire Royal Dutch Shell. Il se fiait au nom. C'est pas nom de pays le nom, c'est nom de l'action le nom. Et puis, malheureusement, la valeur ne suivait pas. En tout cas, c'était poétique. Deuxième ordre de remarque, quand même, sur le fait que la vie de Marcel Proust, elle est quand même rythmée de manière extraordinaire par de grands événements politiques. Alors, lui-même, il a dit, il a écrit, il y avait 2 événements, c'est une lettre, je crois, à Madame Strauss de 14, il dit les 2 grands événements de ma vie, c'est l'affaire, ça a été l'affaire Dreyfus, bien sûr, et la guerre. Donc, vous voyez, il situe lui-même l'importance. Il ne dit pas c'est la mort de maman, c'est le fait que... Non, il dit, ça a été les 2 grands événements de ma vie. Alors, il y a eu cela, bien sûr, et je vais en parler rapidement, mais il y a eu également 2 moments que je voudrais souligner, parce qu'on en parle moins. C'est d'abord 1871, et puis ce que j'appelle le tournant de 1906. Un tournant très important de l'histoire de la politique de bien des choses. Alors, il est quand même né le 10 juillet 1871, dans la maison de son oncle, le vrai, Louis Weil, à Auteuil, dans ce village, la campagne périurbaine à l'époque, qui se situait hors des fortifications. C'est aujourd'hui le 96 rue La Fontaine, dans le 16e arrondissement. Il est né là parce que les événements politiques ont un peu précipité peut-être le fait que sa mère s'y soit réfugiée, même si en fait elle y séjournait en général à la belle saison. Donc il est né dans la tourmente de l'histoire, dès le départ. Dans un coin, au passage, prédestiné à la littérature. Marcel Proust, né au 96 rue La Fontaine. Vous allez un peu plus loin, vous avez la maison de Balzac, celle qu'il avait payée avec les sous de Madame Anska. Il est mort d'ailleurs, si mon souvenir est bon. C'est juste à côté. Et puis entre les 2, vous avez ce qui est aujourd'hui, je crois, la résidence d'ambassadeur de Turquie, mais qui était la clinique du docteur Blanche. Vous savez, celui qui disait « Nous avons tant de rentes et nos bons fous ». Et parmi les bons fous, il y avait Guy de Maupassant. C'est un coin très littéraire. Bon, moi qui ne suis pas littéraire, j'ai travaillé au ministère de l'Équipement, pas loin. Enfin bon, ça n'ajoute pas beaucoup à la qualité littéraire du lieu. Mais en tout cas, vous voyez, il y a quand même des Proustiens qui ont travaillé et souffert pas loin de là. Alors évidemment, c'est probablement ridicule de dire que ce qui s'est passé avant la naissance pourrait avoir un effet déterminant sur la vie et l'auteur d'une œuvre, l'œuvre d'un auteur. D'autant plus que Proust a dit la vie, c'est pas ça qui compte chez l'auteur. C'est pour ça que nous scrutons la vie de Proust, bien qu'il ait écrit contre Sainte-Beuve. Mais comme nous avons le sens du paradoxe et pas celui du ridicule, nous étudions, nous traquons sa vie. Alors, en plus, aller traquer ce qui s'est passé avant la naissance, c'est encore plus ridicule. C'est faire du Sainte-Beuve pré-conceptuel ou prénatal, en quelque sorte. C'est ridicule. Et pourtant, moi, je ne vais pas me fonder sur les travaux des psychogénéalogistes ou des spécialistes des traumatismes de la gestation, mais je dis simplement que Proust lui-même, en écrivant Un amour de Swann, se situe clairement avant la naissance du narrateur. Ça se situe d'ailleurs avant la naissance du narrateur, parce que le narrateur a décalé par rapport à la chronologie de sa propre vie de 7-8 ans. Je crois qu'il a voulu démontrer que, précisément, ce que j'appelais le nœud fractal de l'intrigue,
qui détermine si fortement la vie du narrateur. Parce que c'est parce que tout a changé, parce qu'avant sa naissance, Odette a épousé Charles Swann, et que tout ça explique bien des choses. Eh bien, il a voulu dire que ça comptait. Donc, il a été conçu au mois d'octobre 1970, au moment de la défaite française face à la Prusse. Il a certainement perçu dans le ventre de sa mère le bombardement de Paris par l'artillerie allemande de janvier 1971. Il est né, au fond, dans la tourmente de l'histoire. Et puis, il y a l'affaire Dreyfus. Alors, l'affaire Dreyfus, elle est tout à fait extraordinaire, bien sûr. Elle nous permet, à l'évidence, de mesurer l'importance de la politique pour Marcel Proust, à l'aune de l'engagement qui fut le sien dans la cause dreyfusarde, dont il fut l'un des tout premiers militants, et pas des moindres. Alors, à l'époque où l'affaire Dreyfus se déclenche, où mon arrière-grand-père devient député, alors qu'il était anti-dreyfusard, bon, ça est très compliqué, Proust était un mondain, peut-être encore un peu embryonnaire, il n'était pas encore peut-être au sommet de sa carrière mondaine, il n'était pas encore à faire attendre et à faire revenir les duchesses 3 et 4 fois, comme il l'a fait plus tard, en disant à Céleste, Madame la duchesse est là, ou Madame la princesse est là, bien Céleste, elle attendra, ou elle reviendra. Il l'a fait aussi pour M. Gide, mais ça, il avait d'excellentes raisons de se venger. Et donc, il savait bien que cet engagement public pour la cause du malheureux capitaine pouvait lui fermer à jamais les perspectives d'une carrière mondaine extrêmement prometteuse. Il n'a pas hésité un instant. Et pourtant, il vivait dans un milieu qui n'était pas... Alors, le père en a fait une maladie. Le père était tenté de Dreyfusard. Le père avait une situation sociale, administrative. Ils étaient amis avec les Faure, mais pas les Faure, les Félix Faure, la famille. Et par conséquent, le père n'a pas parlé à Robert et à Marcel pendant 8 jours de rang. Pourtant, il était gentil, le père. Il n'était pas si effacé qu'il en a l'air dans l'œuvre. Bon, il connaissait les Daudet, Lucien, bien entendu, assez bien, je crois, très proche. Il connaissait Léon, il avait entendu Léon Daudet, le fameux Léon Daudet, qui, 5 janvier 1995, chez Alphonse Daudet, dîner, Daudet et Léon évoquent la scène de la dégradation et dit des choses affreuses d'ailleurs, parce que Léon Daudet était capable de choses affreuses et de choses admirables aussi. N'empêche que le jeune Marcel, qui n'était rien, qui n'avait pas de métier, qui n'avait pas de nom, qui n'avait pas d'un mondain, oui d'accord, enfin d'accord, s'en va voir Anatole France. Alors aujourd'hui, Anatole France, Marcel Proust va voir Anatole France. De nos jours, l'échelle des valeurs s'est inversée. Marcel Proust est un sommet de la littérature, Anatole France, on l'a oublié, mais à l'époque, pas du tout ça, Anatole France était au sommet de sa gloire. Et donc il va le voir et il lui dit, maître, il faut signer la pétition, la fameuse pétition, celle qui a été publiée le lendemain de J'accuse, le fameux manifeste des intellectuels, n'est-ce pas? Et puis Madame Armand, ça ne lui plaît pas trop, elle dit, mon ami, vous allez nous brouiller avec les Félix Faure, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, c'était un risque à courir. Et l'autre insiste, non plus qu'il était l'ami d'une des filles Faure, vous savez, c'est celle qui avait, j'y reviendrai, lui avait fait faire le fameux questionnaire. C'est la fille Faure, une des filles Faure. Et donc Proust fait signer à Anatole France, et le premier jet, les premiers bancs de cette pétition des intellectuels est publié le lendemain de J'accuse, dans l'Aurore, et vous avez numéro 1 Émile Zola, numéro 2 Anatole France, en bas de page Marcel Proust. On ne sait pas à l'époque que le personnage littéraire, à tous égards le plus important des signataires, s'appelle Marcel Proust. On le saura plus tard. Et lui, d'ailleurs, il va se moquer des Dreyfusards honteux, le prince de Guermantes, confié en dévotion, qui cache même futur monsieur Verdurin, enfin, je veux dire, mari de madame, enfin, c'est extraordinaire, qui cache à sa femme, Marie-Edwige, si mon souvenir est bon, son engagement Dreyfusard, et elle lui cache aussi, d'ailleurs, ils font des messes chacun de ce côté pour la mémoire pour Dreyfus, etc., etc. Il se moque des regrets du duc de Guermantes, de Bazin, qui lui, évidemment, est très embêté, parce que l'engagement Dreyfusard de la duchesse lui a valu d'être blackboulé, comme on disait à l'époque, au Jockey Club. Quand on s'appelle Bazin de Guermantes, duc de Guermantes et d'autres, c'est quand même embêtant.
Et le duc de Guermantes dit donc, il parle de l'affaire Dreyfus, et il dit « qui a causé tant de malheurs, bien qu'il ne fût sensible qu'à un seul, son échec à la présidence du Jockey Club. » Donc il se moque de tous ces gens-là, mais lui, il est à l'opposé de ces dissimulations, il est à l'opposé de ses regrets. Il n'a pas hésité à s'engager tout de suite, ne serait-ce qu'il n'aurait pas dû le faire pour faire oublier qui il était, pour faire oublier ne serait-ce que sa judéité maternelle. Et par conséquent, il dira plus tard, sans s'en glorifier, qu'il avait été le premier des Dreyfusards. Et ça n'est pas tout à fait faux. Il était le premier à militer avant même de faire citer la pétition. Ils en ont eu l'idée avec quelques amis, etc. Et sur ce sujet, on ne peut que s'insurger contre l'analyse d'un certain nombre de gens. Il y a, par exemple, j'ai trouvé un livre de M. Herbert Lottmann, L'écrivain engagé et ses ambivalences. Et il s'évertue à souligner que Proust était un homme de droite, que ses amis étaient aussi, donc Léon Daudet, qui a eu une influence, vous le savez, sur le Goncourt, etc. Mais l'argument doit être renversé, il est irréversible. Justement parce qu'il vivait dans ce milieu-là, il n'en a que plus de mérite à s'être lâché des deux mains pour son engagement politique. Au fond, il aurait pu disparaître sur le plan mondain, surtout à l'époque. Il a pris le risque de se couper de son entourage, et en définitive, je crois qu'il ne s'est brouillé avec personne, c'est parce que son génie, son amitié, sa gentillesse ont transcendé tout cela. Et quand Léon Daudet l'a défendu pour le Goncourt, il a, je crois, souligné à quel point leurs opinions politiques étaient aux antipodes, et notamment à propos de l'affaire Dreyfus. Et donc, voilà, il a dit néanmoins qu'il fallait donner le prix Goncourt à Marcel Proust, à une voix. Alors, évidemment, nous pouvons conclure d'emblée que dans l'échelle des valeurs, dans l'ordre des ambitions, des vanités, Proust plaçait le devoir d'engagement beaucoup plus haut que les impératifs de la mondanité. C'est aussi simple que cela, on en a la démonstration parfaite. Alors, il y a eu dans la vie et l'œuvre de Proust aussi ce tournant de 1906, et j'y viens brièvement parce que je suis long. C'est un tournant important, c'est d'abord le moment où l'affaire Dreyfus se conclut. C'est la date à laquelle la Cour de cassation casse sans renvoi et définitivement le capitaine Dreyfus est réhabilité. Cette même année, il s'installe à la fin de l'année dans la chambre de Liège du boulevard Haussmann et il commence à rentrer, enfin en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure citant Roland Barthes, il commence à rentrer dans la préparation de la mayonnaise en tout cas. Il met les ingrédients, il commence à battre, etc. Il entre en réclusion. Sa mère meurt, il enterre la mater semita, en quelque sorte. Il faut rappeler ce bon mot très curieux d'ailleurs, parce que Gilberte Swann, très paradoxalement, dit oui, mais Marsante, le nom de son mari, Robert de Saint-Loup, qui s'appelle Marsante, elle dit ah oui, mais c'est mater semita, Marsante. Donc c'est une manière indirecte par laquelle Proust rappelle sa judéité maternelle. C'est un jeu de miroir, l'œuvre de Proust. Rien n'est jamais direct. Tout est indirect. 1906, je l'ai dit, c'est la relativité restreinte, au moins, qui est publiée. C'est une coïncidence. C'est la date d'un 1er mai terrible pour lequel les bourgeois ont cru que le monde s'écroulait sous leurs yeux. C'est le lendemain de la guerre russo-japonaise, à laquelle Proust fait d'ailleurs allusion à plusieurs reprises. Et M. de Norpois, je crois, sort cette banalité, la victoire appartient à celui, comme disent les Japonais, qui sait souffrir le plus longtemps. Enfin, c'est un moment de l'histoire très important. C'est aussi le moment dans l'art pictural où des choses incroyables se passent. Il y a d'un côté les grandes baigneuses de Cézanne, le couronnement d'une œuvre et le début de la peinture contemporaine. André Lotte a écrit « Au commencement était Cézanne », et Cézanne était Dieu, bien entendu. Et puis les Demoiselles d'Avignon de Picasso, quasi contemporaines. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Proust semble avoir été influencé par cette révolution picturale, l'émergence du cubisme. Il n'a jamais vu de Cézanne. Je n'ai pas trouvé trace qu'il ait vu. Il n'a pas vu de Cézanne, il l'a écrit. Donc ça, je n'ai pas trouvé de trace de ce qu'il ait vu des Picasso. Il aurait pu. Et pourtant, on lui écrit, lettre de Jacques Rivière, 1922, une chose, par exemple, qui m'est apparue pour la première fois, c'est votre relation avec le mouvement cubiste, et plus profondément votre profonde immersion dans la réalité esthétique contemporaine. N'est-ce pas ?
Alors, c'était un amateur, presque un des découvreurs de Vermeer, en tout cas le premier qui l'ait situé vraiment au niveau. Je rappelle que Vermeer, à l'époque de la Grande Exposition, un article avait dit, d'un critique autorisé, avait dit « Vermeer est le premier des petits maîtres ». Et Proust dit « c'est le plus beau tableau du monde ». Vous voyez que quand même, il était en avance sur son temps. Et qui connaît Vermeer connaît la géométrie dans l'espace et le cubisme, bien entendu. En tout cas, peut le comprendre. Alors, là-dessus, c'est un moment d'une importance extrême. Le moment de l'entrée en maturation, la préparation de la mayonnaise est un moment d'une richesse incroyable sur le plan politique, sur le plan esthétique, sur le plan scientifique, sur le plan international, sur le plan social. Et moi, je dis que ce n'est pas tout à fait le hasard. Cet homme est sensible à ce qui se passe. Il y a la guerre, bien entendu, il y a la Grande Guerre. Bon, on va y revenir longtemps. Moi, je voudrais quand même revenir sur une lettre du 2 août 1914 que je vous avais citée peut-être, que Proust écrit à Lionel Auxerre. Et il écrit ceci: « Quand je pense que des millions d'hommes vont être massacrés dans cette guerre des mondes, comme celle de Wels, tout ça parce qu'il est avantageux à l'empereur d'Autriche d'avoir un débouché sur la mer Noire. » Mais, mesdames, messieurs, chapeau bas. Je vous le dis très franchement, la lettre, elle est vraiment du 2 août 14. Pourquoi? Parce que Kolb est allé chercher, Philippe Kolb, a démontré qu'il était allé ce jour-là accompagner son frère Robert. Il a vérifié que le frère Robert était bien parti au front le 2 août. Dans la lettre, il dit « Je viens d'accompagner Robert, etc. Je suis inquiet parce que c'est la guerre. Robert est un peu fou. » Vous savez, Robert, c'est le petit frère. Il y a un rapport de protection. Est-ce qu'on ne dirait pas sur la photo que je protège ma petite sœur? Il dit d'ailleurs. C'est intéressant. C'était toujours intéressant chez Proust. Et y compris les mots ambigus. C'est un prince, il en joue admirablement. Eh bien, elle est du 2 août 1914. C'est-à-dire que la guerre, elle est du lendemain. Et il dit ça. Mais qui disait ça à l'époque? Qui parlait de la guerre mondiale à l'époque, le 2 août? Personne. J'ai regardé, Jaurès dit « Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe ». Guerre mondiale, on n'en parle pas. Nous avons une vision incroyable de ce que va être la guerre. Là, il imagine cette guerre future, il n'a pas de précédent qui permette, ce n'est pas les tranchées de la guerre de Mukden, de la guerre russo-japonaise qui peuvent l'éclairer, ce n'est pas la guerre de 70 qui peut l'éclairer. Il imagine déjà cette guerre future comme un affrontement entre individus issus de planètes différentes, les hommes s'opposant aux monstres mécaniques terrestres ou aériens. C'est la victoire de la guerre des mondes de Wels, n'est-ce pas? Avec ces monstres caparaçonnés d'acier, etc. Il les voit déjà comme ça, alors que la guerre n'a jamais été comme ça. Et 1 an plus tard, dans les tranchées, vous aurez l'affrontement des êtres opposés, au visage déshumanisé, avec leur masque à gaz, à cause de l'hypérite, qui rampent dans les brumes mortifères et jaunâtres des gaz de combat, sous les évolutions d'oiseaux mécaniques vrombissants, les premiers avions, avec les ballons, tandis qu'apparaîtront vers la fin du conflit les monstres caparaçonnés d'acier des premiers véhicules blindés à chenilles. Je dis que cette vision de la guerre mécanique, de la guerre déshumanisée, telle qu'elle est extraordinaire, cette date-là. Et puis dans le temps retrouvé, vous le savez, je n'y insiste pas, Saint-Loup parle des attaques aériennes, qui compare à la chevauchée des Valkyries. Il utilise le mot Valkyrie, le mot chevauché, le mot apocalypse. Et d'ailleurs, Mario Lavia, que j'ai cité, petit livre amusant, remarque que cette vision a dû inspirer la scène d'attaque des hélicoptères au son de la chevauchée des Valkyries dans le film Apocalypse Now. Il y a Apocalypse, il y a Valkyrie, il y a chevauché, enfin, il y a tout ça, et puis il y a l'attaque aérienne. Donc vraiment, on a une vision tout à fait extraordinaire et prophétique dès cette phrase. Et puis, quel résumé quand même de l'enjeu géopolitique dérisoire, tout ça parce qu'il est avantageux à l'empereur d'Autriche d'avoir un débouché sur la mer Noire, parce que c'est ça l'enjeu. Il n'y a pas... On peut parler pendant des heures de la guerre de 14, mais au fond, des fonds, comme on dit, ben ça part de là. Et finalement, cette analyse sommaire vaut bien des récits d'histoire diplomatique. Alors, moi, je regrette qu'on ait parfois minimisé ce genre... Moi, j'ai lu des textes dans lesquels on dit... M. Pierre-Louis Ray a écrit, par exemple, sur la guerre dans le temps retrouvé. Il cite la phrase, mais il dit que Proust est pessimiste. Ben non, il n'est pas pessimiste, il est prophétique, ce n'est pas la même chose.
lui reproche presque d'être patriote. Ça, c'est vrai, il était patriote, assez brut de décoffrage. C'est un Français de Saint-André-des-Champs, pour une part de lui-même. Mais en même temps, son patriotisme ne l'empêche pas d'être clairvoyant. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Je crois d'ailleurs à ce propos, mais Antoine Compagnon l'a dit, la correspondance, c'est très important. Enfin, naturellement, la correspondance est parfois indigeste, ou, bon, c'est vrai. Et puis, de temps en temps, il y a des choses très drôles. Il y a son jeu de rôle. Il dit dans une lettre à Montesquieu toute son admiration pour les hortensias, qui plus est, je crois, les hortensias bleues. Bon. Et puis ailleurs, il se moque, mais tout en étant sensible au malheur de son ami, enfin bref. Et puis de temps en temps, il y a dans la correspondance des phrases extraordinaires. Bon, vous connaissez tout, j'ai commencé une manière de roman, etc. Ces moments où l'on sent l'ellipse du temps et de l'espace qui transparaît de manière plus explicite que dans la recherche elle-même. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Alors il faudrait quand même qu'on s'y mette, mesdames, messieurs. Il faudrait que les Proustiens, il y en a quelques-uns dans cette salle, et puis dans le monde, s'associent. Moi, je voudrais forger un néologisme, un Wiki-Proustia de la correspondance, que chacun s'y mette, qu'on le fasse avec des moyens modernes, avant qu'une université américaine, peut-être sous la direction d'Antoine Compagnon, ou du Japon ne s'en charge, parce que ça va se terminer comme ça, ils y mettront les moyens. À ce propos, je vous dirais que Proust, anti-moderne, est un fanatique, vous le savez, des innovations technologiques. Moi, ça m'a toujours fasciné. Mais c'est vrai, hein. Il aurait adoré les moyens modernes de communication. D'abord, il a toujours été, dans sa vie, un précurseur des moyens modernes de communication. Il a donné le premier dîner parisien éclairé à l'électricité. Ce n'était pas commode, parce qu'il n'y avait pas le secteur. À l'époque, il a fallu un groupe électrogène dans la cour. Il a donné le premier dîner mondain à Paris à l'électricité. C'est lui, Marcel Proust. Ça a été quand même un poète du téléphone, le premier, le dernier d'ailleurs aussi, enfin un poète du téléphone. Il utilisait d'ailleurs le néologisme de l'époque, mais qui n'est pas passé tellement dans les mœurs, téléphonage. C'est dommage, c'est beaucoup plus joli, téléphonage, que coup de téléphone. Coup de téléphone, c'est quand même terrible. On reçoit un coup de téléphone, c'est d'ailleurs souvent très mal, mais un téléphonage, côté beaucoup plus mondain, agréable. Et puis, il s'était abonné, parce qu'il ne sortait pas beaucoup, et que malgré tout, faire venir le Quatuor Poulet pour rejouer les quatuors de Beethoven, ça coûtait quand même des sous. Et il n'en avait plus tant, et puis il était un peu radin, et donc, à sa manière, et donc il s'était abonné au théâtrophone. C'est un système par lequel vous aviez la retransmission par téléphone des événements musicaux. C'est génial. Et puis, bon, on sait qu'il a aimé l'automobile avant beaucoup de gens, il a fait le cadeau d'un aéroplane à Alfred Agostinelli, ça s'est d'ailleurs assez mal terminé puisqu'il est mort dedans. Et oui, la modernité, ça présente aussi quelques dangers. Et puis, au fond, moi je dis qu'il serait un geek littéraire aujourd'hui. Alors vous avez un geek, un Twitter, un type, mais non, il écrivait des phrases longues, pas du tout. Il faisait des tweets. Moi j'en ai retrouvé des merveilleux, vous les connaissez. C'est pas quand il parle avec Saint-Loup, enfin le narrateur parle avec Saint-Loup de la descente imaginaire d'aristocrates aux abris anti-bombardement. Alors il fait des tweets. Reconnu. La duchesse de Guermantes, superbe en chemise de nuit, le duc de Guermantes, inénarrable en pyjama rose et peignoir de bain. C'est admirable, c'est un tweet. Ça rentre dans le format du tweet. Et puis, ce tweet purement littéraire, brusque revirement vers Albertine, désolation au lever du soleil, je pars immédiatement avec Albertine pour Paris. Un tweet extraordinaire, ce n'est pas du tout les longues phrases, n'est-ce pas ? Et alors, ce n'est pas cette modernité technologique un trait anecdotique. Alors moi, je suis un politique un peu naïf et je pense que ce qui caractérise le politique, c'est son adaptation à l'innovation. Bon, pas tout à fait sûr quand même. En tout cas, pour autant que ce soit une qualité politique, lui l'a complètement. Et pour tout dire, bon, il sait respirer le temps. C'est d'ailleurs le pauvre la seule chose qu'il puisse respirer parce que ça ne sent rien. Enfin, ça sent beaucoup de choses, mais ça n'est pas mauvais pour les bronches. Il sait respirer son temps, mais aussi, incontestablement, l'air du temps, de manière extraordinaire. 2 ou 3 points rapides. Les références littéraires. Quand même, c'est important, les références littéraires, chez Proust. Avec une immodestie totale, mais avec un sens des valeurs parfait, il cite ses pairs. Qui on trouve dans ses pairs ? Chateaubriand, Balzac, avec un peu de moquerie pour Balzac, voire le pastiche, Madame Firmiani,
suait dans ses pantoufles, un des chefs-d'œuvre de l'industrie polonaise. C'est admirable. Ça, c'est du Proust, mais ça aurait pu être du Balzac. Enfin, cela étant, Proust a écrit le front où transparaissaient les vertèbres. Bon, quand même un peu audacieux malgré tout pour un front de voir transparaître les vertèbres. Il avait lui aussi observé Ingres, d'assez près certainement. Bon, Chateaubriand, tiens, Chateaubriand, c'est un ministre malgré tout. C'est un agitateur, un très mauvais ministre. J'ai dit une fois que ça avait été que M. de Villepin avait été le plus mauvais ministre des Affaires étrangères depuis Chateaubriand, mais que la différence, c'est que Chateaubriand avait écrit des Mémoires d'outre-tombe et l'autre le Cri de la Gargouille, que d'ailleurs je n'ai pas lu, malgré tout. Mais, tout de même, une des plus belles phrases de Chateaubriand, c'est celle qu'il cite dans Le Temps retrouvé, je ne résiste pas au plaisir. Une odeur fine et suave d'héliotrope s'exhalait d'un petit carré de fèves en fleurs. Elle ne nous était point apportée par une brise de la patrie, mais par un vent sauvage de Terre-Neuve, sans relation avec la plante exilée, sans sympathie de réminiscence et de volupté. Dans ce parfum non respiré de la beauté, non épuré dans son sein, non répandu sur ses traces, dans ce parfum chargé d'aurore, de culture et de monde, il y avait toutes les mélancolies des regrets, de l'absence et de la jeunesse. J'ai dit un jour qu'on ne devrait pas avoir le droit d'écrire comme ça, c'est trop. Mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et alors c'est complètement faux, c'est très politique. Parce que moi j'y suis allé, parce que ça se passe à Saint-Pierre-et-Miquelon, cette olfaction extraordinaire. Mais j'y suis allé, moi, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pas pour ça, pas pour Chateaubriand, encore que. Mais pour des raisons politiques complexes relatives à l'extension du plateau continental, sous-marin de notre archipel, sujet dont vous vous fichez comme l'an 40. Bien. Mais moi, j'ai des curiosités malsaines. Je suis allé pour cette affaire très importante sur le plan géopolitique. Et je suis allé, j'ai demandé, mais où est-ce que ça s'est passé, cette affaire-là? Où est-ce qu'il a senti? Alors, on me dit, c'est là, l'ancienne maison du gouverneur. Alors, je suis allé, et je vous le dis tout clair, j'émets des doutes sérieux sur la vraisemblance de la floraison des fèves à Saint-Pierre, comme sur la suavité supposée de leur parfum d'héliotrope. D'héliotrope, surtout dans une île où le soleil ne brille que par son absence. Et alors, plus encore, j'émets des doutes sur le vent sauvage de Terre-Neuve qui aurait transporté derrière la maison du gouverneur et sous abri les fleuves inoubliables et imaginaires. Chateaubriand est un grand politique qui raconte à peu près des choses admirables, mais qui ne correspondent pas aux faits vrais. Après tout, il a décrit les chutes du Niagara, il n'y est pas allé. Il a entendu à la vallée aux loups le canon de Waterloo, ce qui suppose une ouïe très fine, etc., etc. Alors, dans les grands écrivains politiques, il y a aussi Madame de Sévigné. Je dis bien politique. Madame de Sévigné, si fort du grand monde. Ça veut dire quoi, si fort du grand monde? Ça veut dire qu'elle est au courant de tout, la dame. Qu'elle sait tout. Elle est dans les réseaux, comme on dirait aujourd'hui. Elle n'a pas de Facebook, Madame de Sévigné, ça n'existait pas. Mais elle aurait pu. Elle aurait brillé. Et elle va même, c'est extraordinaire, jusqu'à dire à sa fille, elle lui demande l'actualité politique à sa fille, y compris celle de la province. Et elle lui décrit la rentrée des États de Bretagne. Les États de Bretagne, c'est le Conseil régional de Bretagne avant Le Drian. C'est le Conseil régional. Et elle lui écrit « Vous aurez maintenant des nouvelles de nos États pour votre peine d'être bretonne. » Donc c'est une dame qui est dans la politique, Madame de Sévigné. Ce n'est pas seulement la dame qui a servi de nom à des chocolats célèbres. Alors, le duc de Saint-Simon, alors évidemment, vous allez me dire, Saint-Simon, c'est le mondain, ce n'est pas le politique. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que j'ai lu Saint-Simon. Saint-Simon fait partie de ces auteurs que tout le monde connaît et que personne n'a lu. Je le dis très clairement. Bon. Enfin, moi, je l'ai lu quand même un peu beaucoup. Et Saint-Simon décrit la cour et les grands avec force, détails méticuleux. Ça n'occulte pas son absence d'illusion sur la médiocrité des grands. Et ça, c'est très proustien. Saint-Simon commence le portrait du roi, du grand roi, en disant « L'esprit du roi était au-dessous du médiocre. » Il décrit le duc d'Albe, premier des grands seigneurs d'Espagne. Le duc d'Albe, c'est incroyable. Premier des grands seigneurs d'Espagne, comme ayant l'allure d'un paysan grossier ou d'un valet. Saint-Simon écrit des pages extraordinaires sur la préséance en Espagne, sur les étranges abus nés des fauteuils de Bayonne, une histoire de préséance incompréhensible, sans parler de la célèbre affaire du bonnet, c'est-à-dire est-ce qu'on doit garder le bonnet, pas le bonnet devant le roi, qui l'enlève, qui passe les détails, mais il jouait aux cartes avec ses valets,
il a pensé à chacun d'eux, Saint-Simon, au moment de faire son testament. Il les a couchés sur son testament en des termes merveilleux. Saint-Simon était attaché à ces gens-là, mais sincèrement, on le sent quand on lit. Et puis Saint-Simon, il a écrit des pages exceptionnelles d'intelligence et de l'utilité économique. Écoutez, moi je ne connais pas la littérature, mais l'économie, je connais un peu. Je peux vous dire qu'à propos du système de l'as ou de l'eau, quand on ne sait pas le français, on dit l'as quand on sait le français, eh bien, c'est un nom écossais, mais on l'écrit l'as. On le prononce l'as. Il a fait des choses admirables. Il a compris tout, Saint-Simon, et il en fait des pages admirables. De même que sur le système statistique et économétrique du maréchal Vauban, je vous assure que ce qu'écrit Saint-Simon est exceptionnel et très long. Autrement dit, le côté que je retiens chez Saint-Simon, pour Proust, c'est l'indifférence réelle vis-à-vis des phénomènes mondains, la lucidité absolue sur la médiocrité des grands, et puis l'intelligence des événements politiques et économiques. Balzac, bien sûr, ça aussi c'est un écrivain qui a énormément compris, merveilleusement. Vous savez, moi j'ai été fonctionnaire. Lisez les employés de Balzac si vous avez été fonctionnaire. C'est criant de vérité, et pourtant ça a été écrit sous la Restauration. Je dis tout cela aussi pour remarquer que Proust, on se trompe quand on dit qu'il ne décrit que les milieux du grand monde. C'est idiot. Il les décrit, bien sûr, mais il décrit les paysans, les ouvriers, les soldats, les domestiques, les petits bourgeois, à commencer par sa propre famille, en insistant sur ses origines, qui sont ou paysannes ou petites bourgeoises. Il ne prétend pas descendre de grand. Le milieu qu'il décrit est précisément un milieu qui n'est pas du tout un milieu mondain. Il cite avec admiration les Larivière, les cousins de Céleste, sous leur vrai nom. Il cite Céleste Albaret, avec l'importance qu'elle a tenue dans sa vie et son œuvre. Et au fond, finalement, Proust est d'autant plus critique ou cruel que la personne ou l'archétype est élevé dans l'échelle sociale, et d'autant plus tolérant ou admiratif que l'on descend dans l'échelle sociale. Et cette appréciation en raison inverse de la situation sociale vaut même pour l'art et la littérature. Il écrit « J'avais assez fréquenté les gens du monde pour savoir que ce sont eux les véritables illettrés et non les ouvriers électriciens. » Vous voyez, toujours la modernité, les ouvriers mais électriciens quand même. À cet égard, dit-il, un art populaire par la forme eût été destiné plutôt aux membres du jockey qu'à ceux de la Confédération Générale du Travail. Extraordinaire. Autrement dit, pour l'art, il vaut mieux les types de la CGT qui, à l'époque, était le syndicat. Ce n'est pas la CGT d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyablement révolutionnaire et gauchiste. Et il dit ces gens-là comprennent beaucoup mieux l'art que les gens du jockey. Mais cette appréciation d'autant plus positive, cette affectation d'apprécier les gens d'autant mieux qu'ils sont bas dans l'échelle sociale, au fond, c'est un travers très politique que nous avons tous et toutes. N'est-ce pas? Nous n'avons pas assez de mots pour louer l'ouvrier, le travailleur, tant plus qu'on ne les connaît pas très bien. Et naturellement, nous affectons, à gauche comme à droite, de mépriser le capitaliste, etc. Il n'y a que des gens de gauche comme moi et libéraux pour apprécier les entrepreneurs. C'est un trait politique. Et puis, la recherche n'est pas un récit, c'est une succession d'expériences dont la présentation est ordonnée comme une démonstration destinée à convaincre le lecteur. Vous le savez, dans ce livre où tout a été inventé par moi pour les besoins de ma démonstration, on ne raconte pas une histoire quand même. Et c'est pour ça d'ailleurs que finalement, il tord les faits complètement, un peu comme Francis Bacon, tord les visages, ou Picasso, pour leur exprimer le jus de la vérité. C'est pas grave que le nez soit tordu. C'est ce qui fait exprimer la vérité. Alors que son oncle soit sa tante, que sa grande-tante soit son cousine, que son père soit sa mère, que son oncle soit son père. Oui, mais ça permet d'exprimer. Le rapport, lui, est sincère. Rien n'est sincère dans l'ordre des faits, rien n'est exact dans l'ordre des faits. C'est complètement incohérent, mais tout est sincère dans la perception que l'on en a et que l'on communique. Et dans le temps retrouvé, au fond, il réitère l'expérience qu'il a déjà connue, et là, il s'attache à l'expérience. C'est une démarche très scientifique. Je suis persuadé qu'il y a des générations de laborantins qui ont dû jeter, sans y prêter attention, ou en gueulant, les cultures microbiennes gâtées par la moisissure verte. Jusqu'à ce qu'un type qui s'appelait Fleming dit « Mais pourquoi il y a ça ?» Il s'y arrête, il regarde, et plus tard d'autres
en tirer les antibiotiques. Et c'est la démarche même du génie, c'est d'ailleurs, il devient créateur au moment où, au lieu de vivre l'expérience sans y prêter l'attention qu'elle mériterait, il répète les périodes, il dit « Ah, mais ça, très scientifique, comme débat. Comment ça se fait ?» Et là, il ne s'arrête plus. Il retient l'événement, il interroge l'événement, il part d'une perception qui paraît fugitive pour en tirer, après un immense travail quand même, parce que ça a pris beaucoup de temps, une vérité nouvelle. Alors, Proust, au fond, je le dis, c'est une contribution au progrès. Vous êtes ici beaucoup de gens qui ont lu Proust, puis vous avez le courage d'écouter mes sottises. C'est bien, donc il faut vraiment avoir du courage. Mais surtout, Proust, c'est un humaniste, c'est une foi dans le progrès. Il expose une découverte de la mémoire involontaire. Il en tire des conséquences. Il dit, vous allez progresser. Au fond, d'une certaine manière, c'est un art inouï du storytelling à l'appui d'une démonstration ou d'une conviction. C'est une mythologie politique ou historique moderne, c'est une odyssée des temps modernes. On pourrait répéter les choses à ce propos. Et d'ailleurs, je remarque récemment, il y a un vulgarisateur américain, brillant, parfois approximatif, voire plagiaire, Jonah Lehrer, qui a souligné, alors moi je ne suis pas un neuroscientiste, lui non plus d'ailleurs, qui a souligné le fait que la description rigoureuse et précise de Proust relative à ses expériences mémorielles cadrerait avec les découvertes des neurosciences, voire avec leurs hypothèses les plus récentes et les plus audacieuses. Ça s'appelle « Proust was a neuroscientist ». Je ne sais pas ce que ça vaut du point de vue scientifique, mais ça m'a convaincu puisque je suis ignorant de tout, en tout cas de ça. Alors, pour conclure, parce qu'il n'est plus que temps de conclure, je voudrais vous dire que ce n'est pas du tout par penchant personnel ou par goût pour la politique que j'ai souhaité évoquer devant vous Marcel Proust et la politique, mais un praticien de la politique, ce que l'on peut être malheureusement sans en avoir aucun goût, même en ayant une certaine révulsion, ce qui est mon cas vis-à-vis de la politique, mais qui soit en même temps proustien, même modeste, pouvait souligner cet aspect de Proust en appréciant les choses par le dedans. Et j'emploie effectivement l'expression qu'il emploie à propos de sa grand-mère, c'est-à-dire sa mère, à propos de Madame de Sévigné, par le dedans. Et mon analyse n'apporte rien sur le plan académique, mais elle vient au moins d'un politique par le dedans. Et donc elle n'a pas d'équivalent, à ma connaissance du moins, et le peu que j'ai lu sur ces sujets montre que les gens qui en ont parlé ne connaissaient pas la politique, croyaient la connaître, mais ne la connaissaient pas. Connaissaient peut-être Proust ou croyaient le connaître, mais ils ne connaissaient pas la politique. Et quant à faire la synthèse des deux, ils disent des choses qui sont idiotes. Voilà, je le dis très clairement. Alors évidemment, on a toujours tort quand on réduit l'univers proustien à une seule trajectoire. Donc moi j'ai essayé de vous faire une vague trajectoire, histoire politique, mais c'est idiot. L'univers proustien, si on essaie de le décrire, c'est comme notre monde, c'est 4 dimensions, un espace-temps à travers lequel le lecteur est invité à suivre des trajectoires différentes, divergentes, celle du narrateur, celle des personnages qui l'ont entouré. Et ces trajectoires sont jalonnées d'événements publics, voire historiques, ou à l'inverse d'événements intimes et sensoriels. Et les cheminements de chaque personnage, ce sont les fils conducteurs, comme la musique, la peinture et la littérature, le progrès technologique sont l'illustration. Et le narrateur, il ne suit pas un chemin linéaire ou continu. Il parcourt directement ou indirectement toutes sortes de trajectoires d'un espace-temps, et c'est l'ensemble de ces trajectoires, je ne sais pas comment exprimer ça mathématiquement, l'espace vectoriel de ces trajectoires compliquées, si je peux me permettre, qui constitue sa vie. Et je dois dire que l'expression qu'il a lui-même forgée, un peu lapidaire pour dire romance, la psychologie dans le temps, ne rend pas l'extraordinaire et multiple splendeur de la recherche qui explore à travers les espaces et les temps toute la société ou toutes les sociétés, les arts, toutes les perceptions, excusez-moi, toutes les perversions, y compris les choses les plus épouvantables et inavouables. Alors, on pourrait aussi décrire l'univers proustien, je suis désolé et surtout tard d'insister sur la faiblesse de mes analyses, mais en pensant à Leibniz, aux monades, le côté de Guermantes, Combray, le côté de chez Swann, le monde des portiers d'hôtel, celui des domestiques, ce sont des monades qui coexistent, qui se frôlent, mais qui se rencontrent, mais qui, pendant tout un temps, ne peuvent pas. Ce sont des logiques différentes, ce sont des mondes qui ne peuvent pas se fusionner en apparence,
De même que les monades temporelles, le moi de la jeunesse, le moi de telle époque, le moi de l'époque où l'oncle ou le grand-père tirait les cheveux, les mèches, jusqu'au jour, date pour moi d'une ère nouvelle où on me les a coupés. Donc il passe d'un moi à un autre, incompatible. Il y avait un moi, une monade du moi dans laquelle le grand problème était qu'on lui tirait ses boucles, et puis une autre ère dans laquelle on ne lui tire plus ses boucles, d'ailleurs parce qu'il n'en a plus. Bon. Et puis sans doute parce qu'il a vieilli et que de toute façon il est moins sensible. Ces monades-là ne disparaissent jamais, elles ressurgissent. Ces nouvelles logiques, ces nouveaux temps anciens et retrouvés. Et d'une certaine manière, il y a une sorte de mouvement cosmogonique dans la recherche qui me fait penser au scénario très contemporain de la guerre des étoiles, d'autres, n'est-ce pas? Le voyageur au début est placé comme en apesanteur, hors du temps et des mondes. D'ailleurs, il dit, tenant autour de lui l'ordre des heures, des temps et des mondes. On se trouve transporté ensuite dans l'épisode antérieur, c'est vraiment la guerre des étoiles, on se trouve à Combray, etc. On vient avant la naissance dans le noyau fractal, dans un amour de Swann. Après, les galaxies s'éloignent. Au début, elles ne sont pas éloignées, Guermantes et Combray, et puis Swann, et puis ça s'éloigne complètement, ce sont des mondes différents. Et à la fin, tout se rejoint. C'est une sorte de trou noir galactique. D'ailleurs, il y a cette inspiration de la tombe, ce trou noir galactique dans lequel le temps retrouvé conduit à la mort et la littérature à la résurrection. C'est la lecture 2001 Odyssée de l'espace de Proust, de la recherche. Après tout, lui-même a dit que Madame de Sévigné, dans ses lettres, avait un côté Dostoïevski. Bon, alors on peut dire aussi avec un peu de... Alors, je vais peut-être conclure, voilà, pour dire simplement qu'il nous fait pénétrer aussi dans différents mondes littéraires, artistiques, et dit, grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de monde à notre disposition. Alors finalement, j'ai découvert un jour, vous voyez, on se retrouve toujours avec Marcel Proust, j'ai découvert un jour que le côté de Marcel Proust avait croisé celui de la Corse. Ça vous paraît bizarre, hein? Et même celui de la famille Giacobi et des poétiques corses. Je trouve un jour cette lettre extraordinaire où il dit à sa mère « J'ai admiré Emmanuel Arène, cédant la présidence du Conseil général corse pour ne pas voter un buste de Napoléon comme grand homme dans la salle du Congrès. » Extraordinaire. Alors je suis allé regarder, bien sûr. Je suis allé regarder dans les notes de M. Kolb, je suis allé regarder dans tout ça, et c'est toute une histoire, effectivement. Il y a eu un incident au Conseil général de la Corse qui explique qu'aujourd'hui, il y a tous les bustes des hommes illustres de la Corse dans cette salle du Conseil général. Alors voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ça, on voit les liens avec le monde politique. Emmanuel Arène, député de la Corse, Emmanuel Arène, chroniqueur au Figaro, Le Figaro, je vous passe les liens avec Proust du Figaro, etc. Emmanuel Arène, co-auteur avec Flair et Caillavet du Roi, pièce admirable, où je ne résiste pas, malgré le temps qui passe, à vous citer cette phrase merveilleuse. On est dans un salon mondain, on va faire un gouvernement. Et une dame, quelqu'un dit, un tel serait très bien. Et une dame dit, ah oui, c'est un bon socialiste. Mais une autre répond, oui, mais sans fortune. Vous voyez, la gauche caviar, c'était quand même déjà à l'époque très bien installé. Et vous connaissez les liens, Caillot, évidemment, avec une femme qui a assassiné Gaston Calmette, Caillot d'ailleurs, qui était le parrain d'un de mes oncles. Vous voyez qu'on se retrouve toujours en famille avec Marcel, il y a toujours une sorte d'intimité. Et finalement, je me rappelle, comme si c'était hier, ma grande-tante, qui était née avec le siècle, et qui me disait un jour que son père était rentré du Sénat, c'était sénateur, et lui dit « J'ai vu Clémenceau, c'est un monstre, il est méchant. » Et pourquoi? Elle était toute petite, il dit « Voilà, il m'a parlé d'Emmanuel, tu sais, Emmanuel, l'oncle Emmanuel, enfin le parent, enfin l'ami de la famille. » Et il a dit « Il est foutu, il n'en a plus pour longtemps. » Voilà, la boucle est bouclée. Mesdames et messieurs, j'ai essayé de vous montrer que Proust était politique. Alors, il l'était, évidemment, ça va de soi. Je ne vous ai pas dit qu'il était jacobiste, son rapport à la Corse, parce qu'en Corse, on dit encore jacobiste. Mais simplement, il est politique, pourquoi? Pas pour tout ce que je vous ai dit, je vous assure, qu'il comprenne l'histoire, celle des parlements, d'accord, qu'il adopte en précurseur les innovations technologiques, qu'il anticipe le sens et la portée des événements, bon, d'accord, il est peut-être un peu poétique, mais qui connaissent le Conseil général de la Corse. Enfin,
celui-là était un vrai politique. Très applaudi. Pas dit de conneries, Merci beaucoup, cher Paul Giacobi, pour ce parcours. Je suis tout à fait de votre avis. Proust était un politique, et je crois qu'on pourrait même, je crois que je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que tous les grands écrivains sont des politiques. Ils ont un intérêt pour non seulement pour la vie politique politicienne, mais pour la police, pour la cité. Il y a deux choses que je voudrais ajouter à propos de Proust. Proust était un grand lecteur des journaux. Et beaucoup de ces informations que nous trouvons dans la recherche du temps perdu est imbibée, par exemple, de ce vocabulaire du journal officiel, par exemple, tout cela. Mais Proust lisait tous les journaux, tous les jours. Et ça, c'est extraordinaire, mais ça donne aussi cette présence de l'air du temps que vous évoquez. Et il se googlisait avant l'heure, puisqu'il s'était abonné aux petites coupures, et on lui envoyait toutes les semaines tous les articles dans lesquels son nom était cité. Alors, la culture de Proust, cette culture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, c'est vraiment une culture de presse. Et ça, il faut une culture de presse de revue. Alors, tout ça est peut-être en train de disparaître aujourd'hui, mais c'est quelque chose de fondamental. Alors, il y a un autre moment que vous n'avez pas évoqué, je voudrais en dire un mot très bref. Vous n'avez pas évoqué d'engagement de la part de Proust. Il y a bien sûr l'affaire Dreyfus, mais il y a un autre moment où il s'engage, c'est au moment de la séparation. Oui, 1905, il y a beaucoup d'articles de 1903 à 1906, autant de moments que vous avez évoqués, parce que Proust était dreyfusard, dreyfusiste, comme on dit, mais il insiste toujours sur le fait que son dreyfusisme n'est ni antimilitariste ni anticlérical. Certainement pas. Et Proust est militariste. Et assez clérical. Et clérical. Il avait d'ailleurs un ami, l'abbé Munil, si mon souvenir est bon. Enfin, disons qu'il n'est pas clérical, disons qu'il est anticlérical. Et il est très hostile à l'anticléricalisme militant. Il est anticlérical. Anticlérical. Je dis, il n'est pas clérical, il est anticlérical. Et donc les articles comme la mort des cathédrales, qu'on confond parfois avec des articles barésiens, ne sont pas barésiens en ce sens où ils défendent la tolérance et qu'ils s'élèvent contre une certaine intolérance anticléricale. Il n'est pas croyant, mais il a une révérence. Il dit d'ailleurs dans la lettre que je cite du 2 août 14, il dit je prie, moi qui ne suis pas croyant, oui, pour que cette guerre outre-meurtrière n'ait pas lieu. Admirable. Et donc, il y a Proust dit par exemple que le cléricalisme est distinct de la foi catholique. Et donc, il y a tout un discours là qui est aussi un engagement assez sérieux dans ce moment-là, qui le mène. C'est son côté radical. Oui. Naturellement. Vous voyez qu'on arrive au giacobisme. Merci pour cet ensemble. Voilà.